Soyez les bienvenus dans cette vidéo d'initiation à l'oracle de Béline. Cette initiation se compose de deux vidéos. Vous êtes en train de regarder la première. Cette première vidéo dans laquelle je vais vous parler brièvement des origines de l'oracle, comment il a été conçu, comment il a été construit, et puis assez rapidement, l'idée c'est de vous donner quelques indications sur la manière de l'utiliser, surtout la manière dont vous pouvez l'interpréter. Si vous avez déjà eu la curiosité de regarder l'oracle de Béline, vous avez dû voir qu'il est composé d'une série de 49 cartes, plus 3 cartes spéciales. On va s'intéresser d'abord aux 49. Ce sont en fait 7 séries de 7 cartes chacune, chaque série étant sous l'égide d'un des 7 astres utilisés par l'astrologie occidentale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle parfois le septénaire planétaire, qui se compose donc du Soleil, de la Lune, qui sont les deux premiers astres les plus évidents, les plus incontournables évidemment, souvent associés d'une part au masculin et au féminin, et puis il y a bien sûr les 5 planètes qui tournent autour du Soleil et qui s'observent à l'œil nu depuis la surface de la Terre. Ces 5 planètes sont dans l'ordre Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et puis Saturne. Et ces 5 planètes, eh bien on les connaît depuis très longtemps. Depuis que les hommes regardent le ciel, en fait, ils se sont interrogés sur la signification de ces étoiles qui se déplacent de manière différente de toutes les autres étoiles dans la voûte céleste. Et ces 5 astres sont en fait les planètes du système solaire. On vient de le dire, il s'agit de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui semblent avoir leur rythme propre. Les anciens, en observant le ciel, ont associé les saisons et les événements qui se déroulaient sur Terre à la position de ces 5 planètes. C'est ainsi qu'on a conçu petit à petit l'astrologie, en trouvant des correspondances entre la position de ces planètes dans le ciel et les événements qui se déroulent sur Terre. C'est ce référentiel-là que Charles-Ernest Billaudot, connu sous le nom de Mage Edmond, a utilisé pour confectionner les cartes de son oracle. Le Mage Edmond était un voyant du XIXe siècle et il a conçu pour ses consultations un jeu de cartes qui est aujourd'hui connu sous le nom d'oracle de Béline. En fait, pour la petite histoire, Marcel Béline n'est pas l'auteur du jeu. C'est un voyant du XXe siècle qui a redécouvert ce jeu de cartes 100 ans après qu'il a été fabriqué par le Mage Edmond. Le Mage Edmond, il est mort à la fin du XIXe siècle, il exerçait à Paris, rue Fontaine, et Marcel Béline, comme par hasard, il exerçait dans la même rue Fontaine, 100 ans plus tard. Quand Marcel Béline découvre ce jeu, on est en 1950, et c'est grâce à une cliente qui est collectionneuse de vieux jeux de cartes qu'il tombe dessus. La coïncidence est vraiment énorme. Il est dans la même rue 100 ans plus tard et il tombe sur ce jeu. Donc cette cliente lui laisse prendre cet oracle, qu'il étudie et qu'il utilise pour ses propres consultations. Il s'aperçoit que ça fonctionne très bien, et comme Marcel Béline est très connu en France, il va populariser cet oracle sous son nom, l'oracle de Béline. Aujourd'hui, c'est quasiment en France l'oracle le plus connu. Il y a bien sûr l'oracle de la Triade, l'oracle G, bien sûr que vous connaissez, le tarot de Marseille, bien entendu, qui est quand même plus ancien, qui lui a été popularisé à la fin du XVIIIe siècle. Mais l'oracle de Béline, c'est vraiment un jeu extrêmement populaire. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo d'initiation, c'est qu'il vous intéresse vous aussi et que vous avez envie de comprendre comment il fonctionne. Alors justement, eh bien, comment il fonctionne ce jeu? On vient de le dire, il est basé sur le septénaire planétaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Si vous avez une bonne compréhension de la signification des astres qui figurent dans l'angle de chacune des cartes, alors vous arriverez à bien saisir chacune des cartes. Il y a 7 cartes pour chaque astre. 7 x 7, ça fait 49 cartes. Et puis vous avez ces fameuses 3 cartes supplémentaires, 3 cartes subsidiaires, qui sont en fait numérotées 1, 2, 3. Il y a aussi une carte qui est un peu comme un joker, une carte avec un aplat bleu ciel, que Marcel Béline considère comme une carte optionnelle qu'on peut utiliser ou pas. La première carte s'appelle la destinée, elle porte le numéro 1. C'est une grande clé qui est représentée en guise de dessin et c'est une carte qui nous parle beaucoup de libre arbitre, de capacité à prendre des décisions, de capacité à agir pour soi-même. Et puis vous avez l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme qui peuvent tout à fait représenter les polarités masculines et féminines. L'étoile de la femme, c'est plutôt la féminité, les qualités sensibles, les qualités émotives, les qualités maternelles. Et puis l'étoile de l'homme, eh bien elle va représenter plutôt, de manière presque un peu caricaturale, il faut bien le dire, des éléments actifs, masculins, énergiques, paternels. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, on va pas avoir le temps dans cette vidéo et même dans la seconde de passer en revue les 49 autres cartes. Pour tout vous dire, ça prendrait à peu près 6 heures pour le faire. C'est le temps en fait que dure la formation Les bases de l'oracle de Béline, que j'ai le plaisir d'animer en formation en ligne ou en stage à Paris. Là, on est dans une simple initiation de 40 minutes. C'est très court, c'est déjà pas mal, mais je vais quand même vous donner quelques indications sur la manière de comprendre les cartes. Et ça pourra vous mettre sur la piste pour étudier ensuite de votre côté.
Alors regardons ensemble la signification de ces 7 astres qui composent les 49 cartes de l'oracle. Donc d'abord, il y a les cartes sous l'égide du Soleil. Donc le Soleil, vous le savez sans doute, c'est le centre du système solaire. C'est l'astre du jour, évidemment, qui se lève tous les matins, bien entendu, qui apporte la lumière, la chaleur, qui apporte la vie. Donc là, vous avez un symbole facile à comprendre. Avec le Soleil, vous avez toujours une notion de vitalité, d'énergie, d'une énergie vitalisante qui porte, qui amène de la créativité, de la lumière, de la puissance, de la force. Et dans les cartes solaires, vous pouvez souvent voir la notion de l'affirmation de la personnalité, l'affirmation de l'ego. Regardons ensemble quelques cartes solaires. Vous pouvez voir des cartes faciles à comprendre comme réussite ou honneur, qui parlent, comme je viens de le dire, de l'affirmation de la personne, de la manière dont elle est reconnue et dont elle s'affirme en société. Dans l'ensemble, les cartes solaires ne sont vraiment pas difficiles à comprendre. Vous pouvez presque avoir une lecture premier degré de chacune de ces cartes. Vous avez ensuite les cartes lunaires qui sont sous l'égide donc de la Lune et qui, elles, sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à saisir. Souvent d'ailleurs, ce sont des cartes qui ne sont pas beaucoup aimées par les praticiens de l'oracle de Béline. D'autant que ici, la Lune dans l'oracle de Béline représente d'abord et avant tout l'astre de la nuit. Froid, inquiétant, lugubre, qui symbolise ce qui est un peu obscur, ce qui ne se voit pas bien, ce qui se distingue mal, ce qui est un peu flou, ce qui est un peu confus. Avec les cartes lunaires, il y a toujours une notion de flou, d'incertitude, quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas correctement. La Lune, c'est l'astre de la nuit, on l'a dit, et comme la nuit, en principe, on dort, la Lune peut aussi être en lien avec la notion d'inconscient, le sommeil, et ce sont précisément ces choses d'ailleurs qu'on ne maîtrise pas vraiment, que l'on ne comprend pas bien, le sommeil, les rêves, l'inconscient. Et puis n'oubliez pas que pendant des siècles, pendant des millénaires même, la nuit faisait peur parce qu'elle était un moment de grande vulnérabilité. Tous les dangers étaient possibles dans l'obscurité de la nuit. Dans l'inconscient collectif d'ailleurs, les enfants ont conservé la peur du noir, la peur même parfois de dormir. Alors quand vous regardez les cartes lunaires, vous pouvez vous apercevoir qu'elles n'ont pas l'air bien sympathiques. Vous avez raison, elles sont pas super agréables. Vous avez vu d'ailleurs, je dis ce ne sont pas des cartes très agréables, j'évite de dire que ce sont des cartes négatives. Évitez de tomber dans le piège qui consiste à catégoriser les cartes sous la forme de cartes positives d'un côté et de cartes négatives de l'autre. En vérité, c'est beaucoup plus subtil. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails dans cette initiation, mais disons que c'est une vision un peu manichéenne, un peu binaire et on pourrait même dire un peu immature qui consiste à ranger les choses comme ça de manière soit positive, soit négative. En fait, dans la vie, rien n'est soit tout positif, soit tout négatif. Et puis, dans la divination, tout dépend bien sûr de la question que vous avez posée initialement. On va prendre un exemple tout simple. Si je pose une question conseil qui consiste à demander à l'oracle quelque chose comme par exemple « Que me conseille l'oracle dans cette activité ou ce projet ?» Si je tire la carte trahison qui n'a pas l'air très sympathique, eh bien pour moi, cette carte, par rapport à cette question, elle me donne un conseil à suivre, qui consiste à être méfiant, prudent. Elle me dit d'être prudent et de prendre conscience que je ne vois peut-être pas tout à fait les choses comme il faudrait les voir. Peut-être que je me trompe un peu dans mon projet, peut-être que je crois des choses qui ne sont pas vraies. Il y a peut-être un léger décalage entre ce que je crois et la réalité des choses. Donc c'est un conseil qui pour le coup m'est très utile, vous voyez, et on ne peut pas du tout dire en ce sens que trahison est une carte négative. Ça n'a pas de sens. Et puis je dirais aussi que la vie, c'est une succession d'expériences. Des expériences qui sont sympathiques, des expériences qui sont agréables, et des fois des expériences qui, c'est vrai, sont désagréables ou difficiles à vivre. Mais on ne sait jamais finalement, quand on vit certaines situations, même désagréables, on ne sait pas si elles n'auront pas quand même une utilité plus tard. Certaines d'entre elles, qui sont difficiles quand on les vit, peuvent plus tard se révéler particulièrement intéressantes et en vérité très constructives. Bon alors maintenant regardons les cartes mercuriennes. Mercure s'inspire du dieu grec Hermès qui au départ est le dieu des commerçants. En fait c'est le dieu des routes, des chemins et de tous ceux qui avaient pour habitude de marcher, de se déplacer pour aller par exemple de ville en ville ou de pays en pays. Tout ça pour commercer, pour rencontrer du monde, rencontrer des gens. Donc Mercure est associé à un principe d'échange, de mouvement, de verbe, d'intelligence. D'ailleurs vous avez une carte qui s'appelle Intelligence parmi les cartes mercuriennes. Et autrefois, ceux qui voyageaient étaient ceux qui avaient la plus grande culture générale.
Alors les cartes mercuriennes sont en lien avec un dynamisme intellectuel, le mouvement, une adaptabilité, une forme de créativité aussi. Regardez par exemple la carte entreprise, la carte trafic. Ce sont des cartes qui mobilisent finalement les facultés intellectuelles, le dynamisme de l'esprit, pour avancer et pour entreprendre, pour faire des choses, créer des choses sur un registre intellectuel. Mercure, retenez ça, c'est un principe intellectuel, créatif, vivant, dans le mouvement. Les cartes vénusiennes, elles sont faciles à comprendre parce que Vénus, on l'associe très souvent à la planète de l'amour. C'est vrai, en fait, c'est Aphrodite, la version grecque, plus globalement associée à la déesse des plaisirs, c'est la déesse de l'affection, de la tendresse et bien sûr de l'amour. Regardez les cartes vénusiennes, elles sont toutes très sympathiques, elles sont très souriantes, elles vont comme ça représenter des situations qui sont quand même assez douces, agréables à vivre, très sympathiques. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, que me conseille l'oracle pour réaliser ceci ou cela ? Si je prends par exemple la carte plaisir, eh bien cette carte me dira très précisément d'avancer et d'entreprendre ce que j'ai à faire, mais en étant soucieux de mon propre plaisir, qui sont en rapport avec mes valeurs profondes. En fait, ça me dit tout simplement, avance, écoute ton cœur, tout simplement. Alors Mars, c'est la version romaine du dieu grec Arès, qui est le dieu de la guerre. Quand on regarde dans le ciel d'ailleurs, à l'œil nu, on peut voir que Mars est un astre rougeoyant. Ce rouge, c'est lié à l'oxyde de fer qui compose l'ensemble du sol de Mars, et depuis toujours, Mars, qui a la même couleur que le sang ou que la lave des volcans, et représente un principe combatif. C'est le dieu de la guerre. Donc ici, vous avez une notion d'action virile, d'énergie instinctive, qui peut même être brutale parfois, et extrêmement masculine bien sûr. Regardez les cartes, si vous les avez devant vous, c'est ce que je vous conseille de faire, étalez-les, eh bien vous allez voir qu'il y a une forme de violence qui s'exprime. Alors ce sont des cartes qui font peur un peu, parce qu'elles peuvent montrer des périodes de tension, des surprises, des moments où il faut se faire respecter, des moments difficiles où il faut oser monter au créneau, se défendre et peut-être même parfois attaquer. Si je pose une question comme par exemple dans quelle direction va évoluer cette personne dans son projet, alors peu importe le projet, si vous tirez la carte accident, qui est la dernière de la série martienne, effectivement on peut se douter que le projet va pas aller du tout dans une direction qui fait plaisir. On voit que ça va même prendre un chemin assez différent, pas du tout prévu. On peut même se douter que ça va pas faire plaisir du tout au consultant qui pose cette question parce que l'accident c'est quelque chose qui se casse. Contrairement à ce qu'il espère ou à ce qu'il croit, quelque chose va brutalement se remettre en question. La carte accident, c'est clair, c'est un peu comme la maison Dieu du tarot si vous connaissez le tarot. Quand on tire ce genre de cartes, c'est vrai, c'est jamais très agréable, surtout si on a un consultant en face de soi. Là, évidemment, il faut aller un peu plus loin. Peut-être que la personne, elle peut rebondir et réagir d'une certaine façon ou avancer d'une autre manière. Pour voir comment le consultant évolue ensuite, il faut remettre une carte à côté en demandant par exemple, bon, ok, et après ça, comment le consultant va-t-il avancer ? Alors regardez maintenant les cartes de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, et Jupiter, c'est la version romaine de Zeus, le dieu grec, roi de l'Olympe. Alors Jupiter, vous pouvez le prendre comme un principe d'expansion, de développement, d'épanouissement. Retenez cette idée, avec Jupiter, ça gonfle, ça s'épanouit, ça se vitalise. C'est de l'énergie qui se déploie. Avec Jupiter, les actions augmentent, tout se développe, tout se déploie. Il y a une notion de dilatation. Donc là, vous avez des cartes qui sont très sympathiques. Elles sont généralement chouettes à sortir et très agréables à interpréter. Quand on pose des questions sur des thématiques professionnelles, par exemple, quelque chose comme dans quelle direction évolue Jean-Marc dans sa vie professionnelle, vous voyez que si je tombe sur la carte bonheur, vous comprenez immédiatement que Jean-Marc évolue vers quelque chose qui est très épanouissant pour lui, beaucoup plus évidemment que si je tombe sur accident ou sur ennemi qui sont elles des cartes martiennes. Bien entendu, si vous tirez la carte appui, on est d'accord, on voit qu'il y a une évolution qui est tout à fait satisfaisante. On voit un aigle royal, bien en équilibre sur une sphère qui représente la Terre. Donc il y a une idée d'équilibre. Et puis c'est Jupiter. Donc on l'a dit, Jupiter c'est du déploiement, c'est du développement. Donc là, pour notre consultant, il n'y a aucun risque. Ça nous pronostique que Jean-Marc, il évolue d'une très bonne façon.
Et puis, vous avez les dernières cartes qui sont les cartes saturniennes. Ce sont des cartes qui ne sont pas beaucoup aimées, un peu comme les cartes lunaires ou les cartes martiennes, parce que Saturne représente ici un principe restrictif. C'est un principe de diminution et de limitation. En fait, c'est un peu l'inverse de Jupiter. Et d'ailleurs, pour la petite histoire mythologique, Jupiter était le fils de Saturne et il a chassé son père en le condamnant à l'exil. Donc son père, qui était évidemment plus âgé, qui a été chassé du royaume, a vécu longtemps dans le labeur, dans l'isolement, dans la solitude et avec pas grand-chose dans la pauvreté. Donc les cartes saturniennes, elles sont le reflet de cette histoire en montrant des situations austères, dures, assez laborieuses. Bon, clairement, elles ne sont pas évidentes à vivre, bien sûr, mais elles ont quand même leur intérêt. Si je pose la question dans quelle direction évolue Jean-Michel au niveau de sa vie professionnelle, si je tire la carte retard, vous voyez, on va comprendre très facilement que les choses n'avancent pas assez vite, les projets sont retardés ou carrément bloqués. Peut-être que les choses sont reportées à plus tard. Voilà, c'est ce genre d'ambiance qui va ressortir avec les cartes saturniennes. Elles nous montrent toujours une restriction, une diminution. C'est l'inverse de Jupiter, on vient de le dire. Jupiter, c'est une ambiance de développement et d'accroissement. Il y a une notion d'augmentation avec Jupiter, tandis qu'avec Saturne, il y a une notion de diminution et de restriction. Une bonne illustration des cartes saturniennes, je trouve, c'est la carte ruine, qui prend tout son sens. On voit cette tour qui se délabre, tout doucement, lentement, mais sûrement. C'est le temps qui passe, c'est le vieillissement. Mais dans cette carte, il y a quand même des éléments intéressants parce que regardez, cette tour, elle est là depuis longtemps et elle va même tenir encore un bout de temps dans le futur. Donc il y a une notion de solidité malgré tout. Personnellement, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que même si elle peut paraître un peu douloureuse, encore une fois, tout dépend de ce que l'on demande. Regardez par exemple, si je cherche à caractériser la personnalité de quelqu'un du point de vue de sa psychologie, si je pose la question quelle carte représente la principale qualité de Bernard, et si je tombe justement sur la carte ruine, eh ben ça va me dire que la principale qualité de Bernard est une forme de solidité, de persévérance. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'effort, c'est quelqu'un qui est un peu résistant, même si évidemment avec le temps la tour se délabre peu à peu, on voit quand même une forme de solidité, une forme de persévérance, il est là malgré tout. Bon, alors bien sûr, malheureusement, ni vous ni moi n'avons le temps de passer en revue chacune des cartes là, maintenant, dans cette vidéo. On aurait plein de choses à dire sur les cartes du Béline, sur la façon de les interpréter maintenant, ou sur la façon de les comprendre. Ce qui est très important, c'est la symbolique planétaire à retenir. On a vu quelques idées clés desquelles vous pouvez vous inspirer. Ça va vous aider dans la compréhension de chacune des cartes. Chaque carte, vous l'avez vu, comporte un dessin et un mot-clé, un nom. Bien souvent, le nom est très parlant et très évocateur de la signification de la carte. Pas besoin pour ça d'aller chercher midi à 14h. Cela dit, il faut quand même que vous soyez vigilant parce que vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'un jeu qui a été fabriqué au 19e siècle, certainement entre les années 1840 et 1860. Donc pour bien comprendre certaines de ces cartes, il faut imaginer un petit peu aussi ce que c'était cette époque. Alors on va pas faire un cours d'histoire, je vous rassure, mais vous devez comprendre que certaines cartes sont en lien direct avec les mentalités et les modes de l'époque, ce qui s'est passé à ces époques qui étaient marquées sous le règne de Napoléon III et de différentes révolutions. Par exemple, quand vous regardez la carte L'eau, qui est une carte lunaire, j'en parle d'ailleurs dans certaines vidéos que vous avez peut-être déjà vues sur YouTube ou ailleurs. Prenez-la si vous avez le jeu devant vous. Regardez la carte. L'eau, c'est une carte lunaire. Il y a un bateau qui est dessiné sur une mer un peu agitée. J'ai déjà pu voir des gens qui font des interprétations de cette carte en disant tout simplement que cette carte représente un temps de vacances. Mais là, attention, c'est un gros contresens, parce que tout simplement au 19e siècle, à l'époque de ce jeu, les vacances, le concept, ça n'existait pas. À cette époque, le bateau, ça représente le voyage, oui, mais le voyage lointain. Le voyage lointain est inconfortable, que l'on ne fait pas souvent dans sa vie. D'ailleurs, à cette époque, les personnes qui ont l'occasion de voyager au bateau de manière lointaine sont en fait des personnes qui changent de vie. Ce sont les personnes en fait qui émigrent aux Amériques ou dans les colonies. Au 19e siècle, beaucoup de personnes sont parties par exemple aux États-Unis ou au Canada, et à cette époque, on partait en bateau. Il n'y avait pas d'avion par exemple.
En France, beaucoup de personnes sont parties pour vivre en Afrique du Nord, qui étaient en fait les terres françaises colonisées. Donc le bateau ici ne représente pas une croisière, ni des vacances, mais ça représente un grand mouvement vers un ailleurs encore un peu incertain. On est parti, on ne reviendra pas. On ne sait pas vraiment quand on arrivera, ni même si on arrivera. Mais on espère quand même qu'on arrivera à bon port. Si vous tirez la carte lot en réponse à la question « Comment vais-je évoluer professionnellement ?», surtout ne vous dites pas « Oh là là, je vais partir en vacances, chouette, ça m'annonce une croisière !» Ça, c'est une interprétation complètement cliché, vous ferez d'énormes contresens en disant ça. En fait non, ça indique plutôt qu'il y a une évolution en cours. Quelque chose est en marche, un mouvement s'est enclenché, le bateau est parti. Mais il y a encore du chemin à faire, ou plutôt encore des mers à traverser. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça va être encore un peu laborieux, à l'image des voyages en bateau au 19e siècle qui étaient longs et pas souvent confortables. Parfois, il y avait du vent et ça avançait bien. Parfois, au contraire, c'était un calme olympien qui faisait prendre du retard. Et parfois même, il y avait des tempêtes qui faisaient chavirer les bateaux. Pour pouvoir parler de vacances, par exemple, il faudrait plutôt tomber sur une carte de type campagne santé ou sur des cartes vénusiennes, parce que c'est là qu'il y a du plaisir. Donc attention, parce qu'il y a certaines cartes qui nécessitent d'être un petit peu décodées en comprenant que quand elles ont été décidées, la signification réelle de leur nom était quand même très en lien avec l'époque dans laquelle elles ont été conçues. La majorité des cartes de l'oracle de Béline sont faciles à lire, comme si elles étaient à prendre vraiment au premier degré. Vous prenez par exemple la carte honneur, c'est une carte solaire, il n'y a pas grand chose à dire dessus, on comprend tout de suite, c'est l'affirmation de l'ego, etc., une reconnaissance de celui-ci. Même chose avec par exemple pensée amitié, amour, nouvelle, bonheur, et puis tout un tas d'autres cartes, on ne va pas toutes les énumérer, mais certaines autres cartes sont plus subtiles, comme par exemple la carte ennemi, ou la carte procès, ce sont deux cartes martiennes qui font référence au fait que au 19e siècle, il n'était pas rare du tout de voir des gentilshommes se défier en duel à l'épée. Et l'un des deux mourait. C'était une façon de rendre justice, et c'était tout à fait légal à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ça nous paraîtrait tout à fait insensé. Faire justice soi-même, c'est totalement interdit. Sauf qu'autrefois, c'était quelque chose d'acceptable. Alors tout ce travail consistant à regarder les cartes, c'est à vous de le faire à présent. Je vous conseille de prendre chacune des cartes, de prendre le temps de les méditer, de noter pour chacune des cartes les impressions que vous avez et les significations que ça vous évoque, les mots-clés que vous pourriez associer à différentes cartes. Mais évidemment, l'oracle de Béline, c'est la compréhension des cartes, mais c'est aussi une utilisation avec des tirages. Alors comment on s'y prend ? Eh bien en fait, on pose une question et on tire une ou plusieurs cartes. Personnellement, je conseille de travailler avec une méthodologie qui consiste à ne tirer qu'une seule carte, de poser une bonne question et de tirer une seule carte pour avoir vraiment une réponse assez claire et assez concise. Bien évidemment, c'est tout à fait insuffisant si vous êtes en train d'étudier une problématique très complexe. Dans ce cas-là, il faut enchaîner astucieusement plusieurs questions, plusieurs sous-questions et poser à chaque fois une carte pour avoir une réponse globale. Ça, c'est ce qu'on va faire dans la seconde vidéo avec une problématique qui vous concerne. Donc, je vous dis à tout de suite quand vous êtes prêts pour regarder donc la deuxième vidéo de cette initiation.